par le débat sur le dialogue national inclusif, qui est soutenu par la grande majorité des composantes de notre société, dont les représentants ont été, comme vous le savez, consultés par le président de la République. Comme de coutume, quelques membres du microcosme politique dans la capitale se sont bruyamment inscrits en faux contre l'éventualité de ce dialogue qui a été invoqué par le président lors de son message du jour de l'indépendance. Ainsi va la vie démocratique. Mais étant donné que ce débat qui suscite à juste titre un grand intérêt dans l'ensemble des forces sociales et politiques de notre pays, va dans tous les sens, au risque d'égarer beaucoup de nos compatriotes qui, en marge des calculs partisans, souhaitent, comme le président, sauvegarder ce qui nous est cher, à savoir la paix, la stabilité du pays, ainsi que l'unité et la cohésion nationale, une remise en perspective de la part du gouvernement s'impose. Et la première chose à dire à ce sujet, je voudrais que vous la reteniez, c'est que jusqu'au moment où nous parlons cet après-midi, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, n'a pas encore fini avec les consultations des différentes composantes de la vie nationale et qu'il est quelque peu prématuré, voire même hasardeux, d'affirmer, comme d'aucuns n'hésitent pas à le faire, que ce dialogue aura lieu. À cet égard, je voudrais recommander une approche nuancée aux uns et aux autres sur la question. En d'autres mots, je voudrais inviter tous les protagonistes d'attendre que le président ait terminé les consultations qu'il a entreprises pour savoir s'il y aura dialogue national ou s'il n'y aura pas dialogue national. Et c'est lui seul, le président, qui l'annoncera dans ses conclusions des dites consultations. Il est important que vous le sachiez. Au sujet des réactions qui sont enregistrées ici et là, avant comme après le message à la nation du chef de l'État à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance, reconnaissons d'entrée de jeu qu'il y a un fond commun aux différentes acceptions de ce dialogue inclusif, défendu par ceux qui, dans la majorité comme dans l'opposition, en acceptent le principe. C'est notamment la conviction que pour résoudre les divergences persistantes autour du cycle électoral déjà engagé et du cycle électoral qui va s'engager l'année prochaine, il importe de privilégier une approche consensuelle. Le but est d'éviter la répétition des actes de violence post-électorale et électorale qui avaient entaché les consultations de 2006 et de 2011. Il y a toutefois quelques malentendus. Il y a même parfois des égarements qu'il faut recadrer pour ne pas semer la confusion dans les esprits. Ainsi que l'a rappelé le chef de l'État dans son discours du 30 juin 2015, les raisons qui militent pour un éventuel dialogue inclusif et les objectifs qu'il faut assigner à ce dialogue ne peuvent pas objectivement conduire à considérer cette initiative en gestation comme un simple copier-coller des concertations nationales que nous avons eues en 2013 et qui ont produit des résultats. Il s'agit plutôt de prendre en compte un certain nombre de défis importants qui sont advenus postérieurement à ces concertations nationales, notamment le défi des besoins budgétaires exorbitants pour l'organisation réussie des élections de 2015 et de 2016
qui n'était pas, vous en conviendrez, à l'ordre du jour en 2013. Pour mémoire, ces besoins ont été évalués à 1,2 milliard de dollars américains. Après le vote et la promulgation du budget de 2015, lequel budget n'a pu dégager que 9 milliards de dollars américains pour l'ensemble des besoins de l'État. Il y a donc des problématiques sérieuses qui dépassent les seules compétences de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante, à laquelle certaines approches à courte vue proposent d'abandonner tous les problèmes dont nous voulons discuter au dialogue. Je vais citer le problème du calendrier électoral global, qui, aussitôt publié par la Commission électorale nationale indépendante, a été chahuté par l'opposition qui le revendiquait auparavant. Le financement du processus électoral, qui ne relève pas de la Commission électorale nationale indépendante, mais relève plutôt du gouvernement, de l'impératif de la sécurité du processus électoral, que le gouvernement doit garantir, mais que le gouvernement ne saurait garantir seul. Le gouvernement ne saurait garantir la sécurité des élections qu'avec la participation de la classe politique. Le gouvernement ne saurait sécuriser les élections que si et seulement si la classe politique dans son ensemble prenait la résolution saine de changer d'attitude, de changer de comportement pour éviter au pays les dérapages sanglants que nous avons vécus pendant et après les scrutins de 2006 et de 2011. Sur les causes et les objectifs du dialogue national inclusif, il y a un foisonnement désordonné de positions divergentes les unes des autres. Les uns trouvent le calendrier global naguère exigé à corps et à cri, soudain trop global, et plaident brusquement pour le retour à un calendrier partiel qu'ils avaient véhémentement contesté auparavant, en récusant la perspective de la tenue des élections locales et provinciales avant l'élection présidentielle. Et réflexion faite, la récusation des élections locales et provinciales avant l'élection présidentielle se ferait apparemment au seul motif que cette perspective d'organiser des élections locales et provinciales avant les législatives et les présidentielles accorderait, selon leur point de vue, plus d'espace, plus d'opportunités à l'actuelle majorité au pouvoir. Ils reconnaissent donc nuances sociopolitiques. Vous conviendrez que de telles motivations sont pour le moins illégitimes et contraires à l'ordonnancement juridique démocratique en vigueur dans notre pays. Pourtant, il y a bel et bien des élections qui, au regard de nos lois, auraient dû se tenir, les unes en 2006, les autres en 2011, et qui ne se sont pas tenues. Le respect que nous devons à la loi justifie amplement que nous les organisions avant les élections qui n'ont souffert d'aucun retard. C'est ce que la Commission électorale nationale indépendante a appelé les arriérés électoraux. Élections locales, élections provinciales. Il est pour le moins surprenant qu'une force sociale théoriquement neutre, comme la Conférence des évêques catholiques, et certains partenaires de la communauté internationale se soient joints aux défenseurs de cette démarche purement politicienne pour appuyer eux aussi un nouveau renvoi au calendrier grec de la tenue de tout ou partie de ces élections locales et provinciales que nous considérons pourtant comme aussi importantes que les élections législatives et l'élection présidentielle, et qui en plus permettent de donner à notre jeune démocratie la chance de se consolider à la base. Et c'est le lieu de rappeler que pour le gouvernement et pour la majorité dont il est issu,
il n'existe pas d'élection plus importante que d'autres, car toutes les élections sont commandées et organisées, soit par la Constitution, soit par les lois de la République. Et autant nous sommes d'accord avec ceux qui exigent que l'ordre constitutionnel de ce pays soit respecté, autant nous nous inscrivons en faux, totalement en faux, contre toute tentative par quiconque de contourner l'ordre légal qui découle de la Constitution. Mépriser ou minimiser des élections qui sont le prescrit des lois en prétendant défendre le respect de la Constitution, alors que les lois ont pour origine la Constitution, c'est vouloir une chose et son contraire à la fois. Et nous ne pouvons suivre ce cheminement. C'est malheureusement ce que font tous ceux qui voudraient, coûte que coûte, voir les élections législatives et présidentielles auxquelles eux-mêmes ou leurs clients vont concourir, être organisées aux dépens de celles qui intéressent la grande majorité des Congolais, parce que se déroulant à la base. Le gouvernement, dont le devoir est de faire respecter les principes définis dans la Constitution et d'appliquer strictement les lois de la République, sans exception aucune, ne peut en aucune manière accepter une pareille approche. Il en est de même de la mise en œuvre de la loi de programmation de la création de nouvelles provinces, en exécution de l'article 2 de la Constitution, qui a fait passer depuis 2006 le nombre de nos provinces de 11 à 26, dont quelques voix s'élèvent pour demander une remise en cause ou une sorte de moratoire. Il n'en est pas question à l'heure actuelle pour le gouvernement, qui estime de son devoir d'appliquer les prescrits légaux, puisque telle est la mission dévolue à un gouvernement dans une démocratie. Le léger retard observé dans cette mise en œuvre n'a pas eu pour conséquence de changer la substance de la loi qui sera appliquée comme prévu. Pour d'autres membres de la classe politique congolaise, le dialogue, si dialogue il y aura, ne devrait servir qu'à légitimer les prétentions de leurs leaders lors de la procédure de règlement d'un vieux contentieux électoral qui avait déjà pourtant été pris en charge en son temps par les instances habilitées par la Constitution et les lois de la République, pour dire le droit en l'espèce, à savoir les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Une façon comme une autre de revenir à des pratiques de non-droit contre lesquelles pourtant le dialogue se veut justement être un remède. Mesdames, Messieurs de la presse, certains se sont laissés aller à invoquer la qualité de la personne devant prendre l'initiative du dialogue, ou du médiateur attitré en s'entremêlant les pinceaux avec la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont ils ont dénaturé délibérément le contenu, en prétendant qu'elle prévoit que la convocation du dialogue en question devait être exclusivement le fait d'un médiateur désigné par la communauté internationale, un médiateur étranger qui serait M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. M. Martin Kobler a été même invité instamment par certains partis, même des partis non représentés au Parlement, à, je cite, ne pas se dérober à ses obligations, définies dans les résolutions 2147.5 alinéa B, 2211.14 et 15 et 2098.14. Toutes ces considérations méritent une mise au point. Il y a de toute évidence un quiproquo dans la lecture et dans l'interprétation des résolutions en question du Conseil de sécurité qui sont convoquées à l'appui de la thèse selon laquelle le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo serait le médiateur désigné par la communauté internationale pour le dialogue entre Congolais. Ces résolutions, mesdames, messieurs, stipulent en réalité pour ce fonctionnaire international
une mission de bons offices, consistant expressis verbis dans les résolutions à encourager et promouvoir, les mots sont repris dans les résolutions, encourager et promouvoir le dialogue et non convoquer le dialogue et encore moins y jouer un rôle de médiateur. Parce qu'il existe un distinguo entre les bons offices et la médiation. Il faut en effet rappeler qu'il existe du point de vue du droit international coutumier une différence de nature entre une mission de bons offices et une mission de médiation. Le rôle de la personne chargée de bons offices est de rapprocher les parties en conflit, encore que dans le cas qui nous concerne, il ne s'agit pas de conflit, mais de divergence de vues sur la vie institutionnelle. Rapprocher donc les parties en conflit ou divergentes, établir un contact entre elles, rétablir ce contact si d'aventure il était rompu. Le chargé de bons offices ne propose pas de solution. Il ne prend pas part aux discussions qui ne concernent que les parties qui sont en divergence. Sa tâche s'arrête au moment où les parties acceptent de se rencontrer à dessein pour négocier. Le médiateur, par contre, en droit international, propose des bases de négociation. Il intervient dans le déroulement de la négociation afin de rapprocher sur la table de négociation les points de vue des parties qui sont en litige. Tels sont les classiques du droit et des pratiques diplomatiques en la matière. Il ne faut donc pas faire dire aux résolutions 2098, 2147 et 2211 ce qu'elles ne disent pas. La résolution 2098 est particulièrement mal interprétée, sans doute inconsciemment, sinon nous finirons par croire en une volonté de falsification. Dans son point 4, souvent invoqué, cette résolution, je la cite, invite l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, devrais-je dire l'envoyé spécial, mention féminine, dans le texte qui désignait à l'époque clairement Madame Mary Robinson, qui exerçait à l'époque de l'adoption de la résolution cette fonction d'envoyé spécial auprès de la région des Grands Lacs. Elle est aujourd'hui remplacée par M. Saïd Djinnit, donc invite l'envoyé spécial à conduire un processus global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit. Il va donc de soi et très clairement que le processus global ouvert dont il s'agit dans ce point 4 de la résolution 2098 n'est pas le processus interne de la République démocratique du Congo, mais bien le processus régional de la région des Grands Lacs, qui constitue le théâtre des compétences de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, les parties prenantes n'étant autres que les pays de la région des Grands Lacs, regroupés au sein de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, et non les acteurs politiques congolais. Dire que le dit processus est celui interne à la République démocratique du Congo, et que celui qui est chargé de le conduire serait M. Kobler, qui n'est pas envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, mais bien représentant spécial du secrétaire général à la République démocratique du Congo, est donc sans aucune équivoque une interprétation erronée. Il faut le dire. Quoi qu'il en soit, du point de vue moral, du point de vue sociologique, ce serait une grande honte pour les Congolais que n'oppose aucun conflit armé, que 55 ans après l'indépendance de notre pays, ils en soient encore à recourir à des médiateurs étrangers pour se parler entre eux. Aussi est-ce avec sagesse que la majorité des forces politiques et sociales, consultées par le président de la République, ont émis le vœu que le dialogue, si dialogue il y aura, soit
le président a repris le terme, menée sans ingérence étrangère, à travers un nombre limité de participants et pour une durée relativement courte. Ceci étant dit, je voudrais nous inviter à un peu de patience pour avoir une idée sur la position définitive que prendra le président Joseph Kabila, président de la République, chef de l'État incontestable et incontesté, aussi bien en interne qu'au niveau de la dite communauté internationale, et dont il va falloir attendre qu'il nous dise, qu'il nous fixe sur la tenue ou non du dialogue national inclusif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mon nom est Christian Ilongo, je suis de Biwan. Monsieur le ministre, vous parlez si dialogue il y en aura. On commence à se poser directement la question, est-ce qu'il y aura vraiment dialogue? La deuxième question, c'est hors sujet. Il y a Amnesty International publié hier en fait les rapports sur les expulsés de Brazzaville. Ils parlent de crimes contre l'humanité. Je me demande si la RDC va porter plainte. Merci. Je pense que l'un des objectifs de cette mise au point du gouvernement consiste effectivement à relativiser certaines affirmations que nous entendons ici et là. C'est comme si le dialogue national avait déjà été convoqué, alors que celui qui en est l'initiateur n'a pas terminé à consulter, n'a pas donné les conclusions en vertu desquelles il nous aurait annoncé que le dialogue aurait lieu. Et donc, si ce doute vous vient à l'esprit, je pense que c'est sain, c'est bon que vous ayez ce doute. Il faut attendre. Il faut respecter la volonté de l'élu de la nation. C'est lui qui va nous dire si le dialogue aura lieu. Tant qu'il ne l'a pas encore dit, nous sommes forcés de dire le dialogue, si dialogue il y aura. Peut-être il y aura le dialogue, peut-être n'y aura-t-il pas dialogue. C'est à lui de décider et pas à une autre personne. Et s'agissant de la question du rapport d'Amnesty International, ce sont des questions que nous avons mis sur la table de discussion avec nos voisins de la République du Congo. Nous n'avons pas eu besoin d'Amnesty International pour savoir qu'il y a eu des choses totalement inqualifiables qui se sont passées au Congo-Brazzaville lors de l'expulsion de nos compatriotes. Vous avez suivi vous-même le nombre des réunions qui se sont déroulées soit à Kinshasa, soit à Brazzaville, où des émissaires des deux gouvernements se sont rencontrés pour parler de ces questions-là. Une commission mixte a été même instituée pour essayer de visiter les dommages qui ont été causés à notre population. Et à l'issue de cette commission, nous tirerons toutes les conséquences. Si des plaintes doivent être posées, elles seront déposées. Nous n'avons pas besoin d'Amnesty International pour cela. Nous prenons RFI. Monsieur le ministre, ici est donc l'occasion de reparler de la commission mixte mise en place sur le contentieux Brazza-Kinshasa. Cette commission a travaillé depuis longtemps. Il y a des questions qui n'ont toujours pas encore de réponse dans l'opinion congolaise, donc l'opinion de Kinshasa. Je parle par exemple de conditions, de circonstances dans lesquelles le leader des Enyele est décédé à Brazzaville. Également, je voudrais savoir quelles sont les premières conclusions de cette commission pour les dommages dont vous parlez. D'abord, les premières conclusions sont lesquelles sur la situation même des Congolais qui sont des Congolais de Kinshasa qui ont été expulsés de Brazzaville. Les premières conclusions sur les circonstances même de leur expulsion. Je dois vous dire que la commission n'a pas encore mis fin à ses travaux pour que nous puissions établir maintenant un bilan des travaux de la commission mixte entre les deux Congos. Vous savez que ce sont des questions diplomatiques, elles sont sensibles et qu'il faut bien attendre que les experts que nous avons mis en commission puissent terminer le travail.
pour que nous puissions le rendre à l'opinion publique, y compris les circonstances dans lesquelles ce monsieur désigné s'est retrouvé au Congo-Brazzaville et a trouvé la mort. Cela fait partie des questions sur lesquelles une information est indispensable à notre point de vue. Nous aurions voulu l'avoir pour le juger. Il a été tué dans des conditions qui ont été rendues publiques par le gouvernement du Congo-Brazzaville. Donc je pense qu'il faut simplement prendre votre mal en patience et attendre que le gouvernement du Congo-Kinshasa et celui du Congo-Brazzaville arrivent à mettre fin aux travaux de la commission mixte qui continue jusqu'au moment où nous parlons. Je comprends l'impatience des uns et des autres, mais il ne faut pas penser que les relations entre États suivent une linéarité plus ou moins journalistique. Nous avons des priorités, nous avons en même temps des sensibilités qui nécessitent que nous prenions le temps. Nous avions lancé un appel à tous ceux qui avaient subi des dommages pour qu'ils puissent se faire enregistrer. Des listes ont été constituées, elles ont été envoyées à nos partenaires. Nous allons voir comment les réponses vont être enregistrées. Et je vous répète que si des recours à des juridictions internationales s'imposent, le gouvernement prendra la décision qui s'impose en temps voulu. Nous agissons avec responsabilité. Après tout, nous sommes deux pays voisins. Et vous comprenez tout ce que cela veut signifier. Cyprien Wechi, les amis de Wechi de Belgique et des ASTV. Comme vous parlez de la démocratie, je voudrais avoir votre réaction sur la nouvelle politique du président français, François Hollande, qui vient au Bénin de donner des bons points aux présidents africains qui, selon lui, respectent la démocratie, et des mauvais points, comme celui du Cameroun, où il a écopé un carton rouge, et celui du Burundi, un carton noir. Et quelle est la place de la République démocratique du Congo? Est-ce que notre président est-il un bon ou un mauvais élève de la démocratie? Si je connaissais mal la géographie, si je connaissais bien la géographie de l'Afrique, si je connaissais mal la géographie de l'Afrique, j'aurais cru que Bénin et Cameroun étaient des départements de la France, à entendre ces propos. Je pense que c'est quelqu'un de TV5 qui a parlé de bons points, mauvais points. Mais le président Hollande n'a pas de bons points et de mauvais points à donner à des présidents africains. Ce sont des États comme la France, souverains, qui font leur lit comme ils entendent dormir. On n'a pas de leçons à recevoir. On ne démocratise pas les pays africains pour faire plaisir à M. Hollande ou au gouvernement français ou à je ne sais quelle opinion publique en France. La démocratie au Bénin, c'est pour le peuple béninois. La démocratie au Cameroun, c'est pour le peuple camerounais. En tout cas, la démocratie en République démocratique du Congo, c'est pour le peuple congolais. Nous ne tolérons plus ce genre d'attitude paternaliste, 55 ans après l'indépendance. Les seuls à donner des bons points et des mauvais points à des leaders africains, ce sont les peuples africains. Les seuls à donner des bons points et des mauvais points aux leaders congolais, c'est le peuple congolais. Pas quelqu'un qui viendrait d'ailleurs. Ça, nous ne l'acceptons pas. Et donc, je me garde de commenter la réaction des Béninois. Il se pourrait qu'ils acceptent qu'on leur donne de bons points, qu'ils soient de bons élèves de je ne sais qui. Et je me garde de commenter la réaction de nos amis camerounais. Si on va leur donner de bons points, de mauvais points, je constate simplement que dans un autre pays, on parle seulement économie parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on craint. Donc, il ne faut pas que l'on vienne ici confondre les choses. Les pays ont leur souveraineté, il faut la respecter. C'est plus important que tout le reste. Et ça fait partie même de la démocratie également. Parce qu'on n'a pas organisé ces processus électoraux pour faire plaisir à des maîtres qui seraient ailleurs que dans nos propres pays. Nos maîtres, ce sont nos peuples. C'est au peuple à juger leurs dirigeants. Cela s'arrête là. Les relations de ce type-là se sont arrêtées lorsque nous avons obtenu les indépendances. Il faut qu'on le comprenne. Chaque fois qu'on ne le comprendra pas, nous le rappellerons. Voilà tout ce que je peux dire. Oui, c'est Marthe Bossuan-Dolé pour l'agence France-Presse. Monsieur le ministre, le procès de l'ex-rebelle congolais Bosco Taganda va s'ouvrir le 7 à La Haye pour des crimes qui ont été commis en Ituri.
qu'est-ce que le gouvernement congolais attend de ces procès. Et des deux, une session extraordinaire vient d'être convoquée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et dans l'ordre du jour qui est annoncé, on parle du projet de loi portant de l'adoption du projet de loi portant répartition des sièges. Et on sait aussi qu'à la fin de la session, les députés avaient rejeté ces textes et renvoyé au gouvernement. Est-ce que le gouvernement a eu le temps de retoucher ces textes? Mais aussi, on aimerait savoir quand est-ce que les nouvelles provinces seront mises en place. Merci. Bien, s'agissant du procès de Bosco Ntaganda, nous aurions souhaité, d'ailleurs nos amis de la Cour pénale internationale aussi, que le procès puisse s'ouvrir le plus près possible du lieu de la commission des crimes qui sont reprochés à Bosco Ntaganda. Malheureusement, l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie de la République n'a pas permis de mener ce projet jusqu'au bout. Vous avez suivi vous-même quelques affrontements entre un petit groupe des FRPI et les FRDC et la MONUSCO. Donc il a fallu conseiller à la CPI de continuer la procédure à La Haye. Ce que nous attendons de ce procès, c'est que justice soit faite, que toutes ces femmes qui ont été violées, que ces hommes et ces femmes, ces enfants qui ont été tués, puissent, que leurs proches obtiennent réparation, qu'on sache exactement qui a fait quoi au cours de ces années de rébellion que Bosco Ntaganda a traversé dans différents groupes, qui a été instrumentalisé par qui. C'est cela qui nous intéresse et donc nous attendons avec beaucoup d'intérêt toutes les informations sur ces actions qui étaient dirigées contre la République démocratique du Congo, contre les institutions qui sont en place en République démocratique du Congo, et c'est donc avec intérêt que nous attendons les informations que ce procès va pouvoir nous fournir à ce sujet-là. Maintenant, en ce qui concerne l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat, je pense que le gouvernement est occupé maintenant à revisiter le texte que l'Assemblée nationale lui a renvoyé parce qu'il y a des corrections matérielles. Beaucoup de députés, à raison, ont signalé des problèmes qui méritent correction et donc nous sommes en train de revisiter cela. Et il appartient au président de la République ou au gouvernement de demander, selon la nécessité du fonctionnement des institutions, un examen en urgence d'une matière comme celle-là, parce que nous sommes déterminés à parachever la mise en œuvre de l'article 2 de la Constitution, c'est-à-dire aller aux 26 provinces. Et sans cette loi, nous ne pourrons pas y aller. Il est donc normal que le président ait demandé aux deux chambres de pouvoir y revenir après que le gouvernement ait examiné cela. Et donc, le texte venait du gouvernement. Le gouvernement est en train de le remettre en ordre, c'est-à-dire de corriger les quelques défectuosités qui avaient été signalées. Et la représentation nationale va s'y pencher de nouveau. Il n'y a rien que de très normal dans le fonctionnement des institutions. Alors, vous avez comme troisième question posé la problématique des nouvelles provinces. Je pense que les commissions d'installation de nouvelles provinces sont en activité. Elles sont en province maintenant pour la plupart. Nous avons des nouvelles qui nous encouragent. Elles sont au contact des autorités provinciales. Nous recevons même des nouvelles de discussions qui ont lieu sur la répartition des ressources, qu'elles soient des ressources humaines, des ressources logistiques, des ressources financières entre les anciennes et les nouvelles provinces démembrées. Et donc la Commission va certainement ramener un rapport et les nouvelles provinces vont entrer en action à la fin de la mission de ces commissions. Donc les choses de ce côté-là se déroulent peut-être un peu tardivement par rapport au programme qui avait été annoncé, mais elles sont en train de se dérouler. Alain Kuka pour le Conotena. Monsieur le ministre, vous avez parlé du dialogue. Et bien, concernant ce dialogue, il y a certaines personnalités qui souhaiteraient que parmi les matières à traiter lors de ce dialogue, il y ait aussi le fameux problème du mandat du chef de l'État, troisième ou non mandat du chef de l'État. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet, puisque même
les États-Unis qui sont pour le dialogue, par l'entremise de leur ambassadeur ici en RDC, ont également évoqué cette question-là. L'ambassadeur des États-Unis a même parlé de l'exemple de son pays, de George Washington. Jusqu'à ce jour, il respecte les 2 mandats. Vous pensez vraiment que cette question du 3e mandat au nom du chef de l'État a encore sa raison d'être, puisque la Constitution elle-même est claire là-dessus? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation concerne la démarche du conseiller spécial du chef de l'État, Luzolo Bambi. Le PGR hier a tenu un point de presse pour expliciter certaines choses, parlant d'ailleurs de la dénonciation et non de la plainte. Bon, c'est vrai qu'il y a séparation du pouvoir, il y a le législatif, il y a l'exécutif et le judiciaire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que s'il y a une réelle volonté politique de mettre fin à l'impunité et de sanctionner les responsables, il faudrait aussi qu'au niveau de l'exécutif, que soient prises certaines mesures conservatoires à l'endroit des responsables qui ont fauté et qui sont accusés de corruption. Et concernant les 4 gouverneurs, puisque la RFI, AFP a cité ces 4 gouverneurs, on se demande où est-ce qu'ils ont eu les noms de 4 gouverneurs. Bien. En ce qui concerne l'exemple qui a été donné par monsieur l'ambassadeur des États-Unis, eh bien, bon, je dirais d'abord que ça concerne les États-Unis d'Amérique. George Washington, c'est 1789, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Il a été président une fois, puis 2 fois, et il a renoncé après le 2e mandat. Mais ce que l'ambassadeur n'a pas dit, j'espère qu'il le sait, ou peut-être qu'il ne le sait pas, c'est que 144 ans après George Washington, en 1933, un président qui s'appelait Franklin Delano Roosevelt a été élu en 1933, il a été réélu en 1936, il a été réélu en 1941, il a été réélu une 4e fois en 1944 et est mort 1 an après la 4e réélection. Alors tout est relatif. Il ne faut pas venir nous raconter n'importe quoi ici. Nous savons très bien que les peuples font leur lit comme ils veulent se coucher. Et ce n'est pas parce que Franklin Roosevelt a fait 4 mandats qu'il n'a rien fait pour les États-Unis. Donc la problématique des mandats, il ne faut pas fétichiser le nombre de mandats. Le problème d'un chef de l'État, c'est ce qu'il fait pour son peuple. Comment est-ce qu'il accomplit sa mission pour son peuple? Roosevelt a été élu 4 fois, et c'est, je crois, au niveau de son 3e mandat qu'il a fait les choses les plus importantes, et même les plus pour lesquelles il est le plus félicité par l'histoire. Il a notamment aidé les forces alliées contre l'Allemagne nazie. Il a pris le commandement de l'Alliance occidentale pour vaincre les forces de l'Axe. C'est au moment où il exerçait son 3e mandat. Il n'est pas retenu dans l'histoire que Roosevelt, c'est quelqu'un qui a fait 4 mandats, donc c'était un mauvais président. Non, il est retenu que Roosevelt, c'est quelqu'un qui a proposé le New Deal, qui a sorti les États-Unis du marasme économique à la fin des années 30. C'est quelqu'un qui a permis de remettre Hitler à sa place. Et donc, ce qu'on retient, c'est ce que le chef de l'État fait pour son pays et pas le nombre des mandats. Il faut arrêter cette histoire de vouloir nous infantiliser avec des exemples qui n'en sont pas. Donc, Washington, 1789, d'accord, 2 mandats, mais Franklin Delano Roosevelt, 1933, jusqu'en 1944, 1 an avant sa mort, il était déjà grabataire quand on l'a réélu, 4 mandats. Alors, de quoi nous parle-t-on? Il faut laisser les Congolais qui ne sont pas des Américains faire les choses comme ils l'entendent, laisser les Burundais faire les choses comme ils l'entendent, laisser les Rwandais faire les choses comme ils l'entendent et essayer de respecter la souveraineté des peuples. Nous n'avons pas pris une résolution ici de faire 3 mandats ou quoi, il n'y a rien, il n'y a aucun changement de constitution, mais il ne faut pas venir nous amener des exemples qui ne tiennent même pas la route, puisque même les Américains n'ont pas respecté ce principe de 2 mandats, vous le voyez, à 144 ans de distance. Ils ont violé eux-mêmes cette règle, parce qu'ils avaient un bon président. Alors, la question suivante qui concerne les préoccupations qui ont été exprimées hier à bon escient par le procureur général de la République,
Je pense qu'il faut clairement que l'on sache que tout citoyen a le devoir de dénoncer des infractions auprès du parquet. Une dénonciation d'une infraction est différente d'une plainte. Le président de la République ne dépose pas de plainte. C'est la première autorité du pays, c'est la première institution. Le président de la République reçoit un certain nombre d'informations au niveau du conseiller spécial qu'il a institué auprès de lui pour l'aider à gérer ces dénonciations. Et comme le procureur général de la République l'a dit, le partenaire idéal du conseiller spécial anticorruption du président, c'est le parquet général de la République. Donc qu'il transmette ces dénonciations au parquet général de la République pour que ces dénonciations soient vérifiées, contre-vérifiées, sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence. C'est le fonctionnement normal des institutions. Ce qui est contestable, c'est ce que vos collègues ont fait, d'aller citer des noms. Vous donnez en pâture comme ça des hommes politiques à l'opinion, puisque déjà lorsque vous dites que quelqu'un est poursuivi, alors qu'en réalité il s'agit d'une simple dénonciation, et le procureur général de la République a dit il n'y a eu aucune enquête. Ces faits ne viennent pas d'une enquête. Donc c'est une dénonciation. Elle peut être véridique, tout comme elle peut être malicieuse. Quelqu'un peut avoir fait une fausse dénonciation. Alors vous vous empressez à donner comme ça des noms, vous risquez de tomber sous le coup de dénonciation calomnieuse. Donc vous aidez les gens qui ont fait la dénonciation calomnieuse. On peut vous poursuivre, tout RFI que vous êtes, si vous faites des choses comme ça. Donc abstenez-vous tant que le parquet général de la République ne vous a pas encore dit qu'il a ouvert une action. Et le parquet le dira, parce que le parquet communique parfois sur des infractions comme celle-là. Même pour l'affaire de fausses communes, le parquet a communiqué. Il a dit, celui qui sait qu'il a perdu quelqu'un, qu'il vienne nous apporter l'identité de personnes. Le parquet communique, le parquet n'est pas muet. Donc il faut attendre que le parquet fasse sa part du travail pour que la dénonciation devienne pratiquement une accusation et qu'il transmette ça à ceux qui peuvent condamner ces gens, même si le parquet les accuse, resteront toujours innocents jusqu'à ce que la Cour puisse décider qu'ils ont effectivement posé des actes répréhensibles, contraires aux intérêts nationaux, contraires aux règles du droit pénal. Donc il faut essayer de se maîtriser et ne pas profiter du fait qu'il y a eu une communication entre la présidence et le parquet général de la République pour lancer à la volée des noms parce qu'on veut faire du sensationnel, etc. Ça ne marche pas comme ça dans un pays démocratique. Ça ne peut pas marcher comme ça dans un état de droit parce que les droits de ces individus que vous citez sont garantis par la Constitution. Ils ont droit à leur image. Ils ont le droit d'avoir leur réputation. Et vous les livrez comme ça à l'opinion publique pour qu'on puisse les considérer comme des malfaiteurs alors qu'il n'y a aucune enquête qui les a mis en cause. Il y a simplement une dénonciation. Moi, je pense que le procureur a bien expliqué cette situation-là. Je vous inviterai donc à une certaine retenue lorsque on est encore au stade de simple dénonciation. Vous demandez si l'exécutif a une réelle volonté. Mais c'est le patron de l'exécutif qui a pris cette initiative de transmettre au pouvoir judiciaire des dénonciations qui lui sont parvenues. Le président de la République est le grand patron de l'exécutif. Donc je pense qu'on peut reconnaître à l'exécutif congolais la bonne volonté de pouvoir lutter contre la corruption, puisque parmi ces cas-là, il n'est pas impossible qu'il y ait des cas avérés, mais il a transmis cela à ceux qui ont pour mission de pouvoir les vérifier. Laissons à ceux-ci le temps de procéder aux vérifications d'usage. Des mesures conservatoires. Comment peut-on prendre des mesures conservatoires sur simple dénonciation? Donc je prends mon téléphone, j'appelle un procureur, je dis monsieur X est en train de commettre une infraction et on doit vous punir immédiatement? Non. Le procureur doit s'assurer que vous commettez effectivement cette infraction, ouvrir un dossier, vous entendre et prendre la décision de vous inculper. À ce moment-là, on peut envisager des mesures conservatoires. Mais des mesures conservatoires sur simple dénonciation, moi je ne connais aucun pays au monde où on prend de telles mesures. Ça n'existe pas. Donc il ne faut pas confondre dénonciation et mise en accusation. C'est vraiment deux concepts très différents juridiquement.
Donc les 4 gouverneurs, l'ancien chef de cabinet du président, les ministres, etc. C'est de simples dénonciations. Il n'y a pas encore eu mise en accusation. C'est ce qu'on peut dire. Nadine Laing de Télé 7. Monsieur le ministre, à travers une déclaration, le Force accuse au changement qui souhaite la réanimation de la tripartite CENI pouvoir opposition invite le chef de l'État à renoncer à toute initiative qui tient à convoquer une session extraordinaire du Parlement et qui va sans doute examiner le projet de loi sur la répartition du siège. Comment réagissez-vous à cela? Deuxième question, au regard des tergiversations qui entourent le processus de découpage territorial, vouloir y aller par défi, ne pensez-vous pas que ce découpage risque d'engendrer des provinces mornées qui vont générer des conflits sociaux et tribalo-ethniques? D'abord, la tripartite qui met ensemble la Commission électorale nationale indépendante et des partis politiques de la majorité et de l'opposition ne peut pas résoudre tous les problèmes que je vous ai énumérés ici. Vous avez bien fait de parler, par exemple, d'une loi qui doit être prise. Vous croyez que la tripartite peut légiférer? C'est méconnaître le fonctionnement des institutions. Vous croyez qu'il suffit de mettre la majorité et l'opposition devant la CENI pour pouvoir légiférer? C'est-à-dire produire une loi? Ça n'a pas de sens. On a besoin que le Parlement prenne une loi. Il n'y a que par la loi que cette question de la programmation du passage des provinces de 11 à 26 peut être gérée. Alors, la seule autorité qui a le pouvoir de légiférer, c'est le Parlement, ce n'est pas la CENI. Donc vous comprenez bien qu'ils ont tout faux, ou bien ils ne maîtrisent pas très bien les règles de fonctionnement des institutions, ou bien ils veulent simplement s'aimer la confusion dans les esprits. Donc il y a des choses que la CENI ne peut pas faire, que les autres institutions doivent faire pour aider la CENI, qui est une structure technique, à accomplir son action. Où est-ce que la CENI va organiser des élections s'il n'y a pas de villes qui sont délimitées? Or, la délimitation des villes relève de la loi. Mais la CENI ne légifère pas. La loi est faite par le Parlement. Donc il faut bien accepter, pour que la CENI organise des élections locales, que la loi sur la délimitation des villes ou des nouvelles entités puisse venir du Parlement. Donc on dit des choses un peu à l'emporte-pièce, sans suffisamment réfléchir. Lorsque nous parlons de la sécurisation, ils disent au président de ne pas convoquer le dialogue. Est-ce que la CENI à elle seule, la CENI a des capacités de sécuriser les élections? La CENI n'a aucune capacité de sécuriser les élections. La CENI travaille avec la police, donc le gouvernement. Forcément, le gouvernement ne fait pas partie de la tripartite. Donc il faut absolument une structure où le gouvernement s'assoit avec les partis politiques, qu'on revisite. Pourquoi en 2007 quelqu'un a refusé les résultats? Pourquoi en 2011 un autre a refusé les résultats? Ce sont ces gens-là qui sont à la base des violences. Ce sont ces attitudes-là, mais qui ne viennent pas de la CENI, qui ne viennent pas de la police, qui viennent de nos membres de la classe politique. Alors si le président estime qu'il est bon que nous puissions nous asseoir, si ces gens avaient de bonnes raisons de faire cela, parce qu'on ne leur donne pas l'occasion de faire autre chose, pourquoi ne pas aller les écouter? Qui peut nous interdire cela dans un pays comme celui-ci? Qui est-ce qui a intérêt à ce que nous revivions ce que nous avons vécu en 2007 dans cette ville, où on a vu un candidat mettre ses forces, sa milice contre l'armée de la République? Qui est-ce qui a intérêt à voir des gens aller tabasser des membres des bureaux de vote, d'autres candidats, comme on l'a vu à Kinshasa, à Mbujimayi, à Kananga? Qui a intérêt à cela? Alors, aller parler de cela, ce serait violer quel principe? Au contraire, nous avons besoin de prendre de bonnes résolutions en revisitant nos comportements passés. C'est le sens du dialogue. Il y a des choses que la CENI ne peut pas faire. La CENI ne crée pas elle-même les moyens de son fonctionnement. Elle dit, j'ai besoin de 1,2 milliard. C'est bon, c'est dit. Ça vient d'où? Ça vient du gouvernement. Et alors, qu'on puisse organiser une structure, une réunion où on peut dire, voilà, nous allons sacrifier telle priorité pour pouvoir dégager des moyens à mettre à la disposition de la CENI. Vous croyez que c'est la CENI qui va s'imposer
pour dire au gouvernement, je ne veux pas que vous exécutiez tel programme, je veux que vous affectiez le milliard 200 millions pour moi. Il faut mettre tout le monde à contribution pour des choses qui ne regardent pas les compétences de la CENI. Donc, on ne voit pas ce que le président dit, on ne fait que répéter des choses comme ça, et souvent, après quelques mois, on dit le contraire de ce qu'on a dit. D'abord, on voulait le global, on donne le global, c'est trop global. Après, on demande une chose, on vous donne, on revient là-dessus. C'est un peu de l'infantilisme. Le président a pris ses responsabilités et tout bien réfléchi. Vous comprenez très bien que la CENI seule ne peut pas résoudre les problèmes que je viens d'invoquer ici. C'est pourquoi nous devons mettre ensemble tous ceux qui sont concernés par cet environnement du processus électoral. Et ce n'est pas la CENI seule. La CENI, c'est la technique, mais il y a l'environnement qui est un environnement de financement des élections, l'environnement de sécurisation des élections, l'environnement du comportement même de la classe politique. La CENI n'ira pas vous punir si vous allez créer des désordres dans un bureau électoral. Donc, lorsqu'on ira au dialogue, il y aura sûrement le pouvoir judiciaire qui nous dira, voilà ce que j'avais constaté dans le contentieux électoral, ce que j'avais constaté dans le comportement des gens. Nous avions pris telle peine contre tel acteur politique, etc. Ce n'est pas à la CENI à faire tout cela. Donc il ne faut pas croire que la CENI s'est substituée à toutes les institutions. C'est juste une institution d'accompagnement du processus technique d'organisation des élections. Mais la société elle-même a des maladies, des tares qui ont rendu compliquée la gestion des élections avant celle-ci et après celle-ci, la CENI n'intervenant que pendant les élections. Alors vous dites découpage par défi. Qu'est-ce que ça veut dire? Découpage par défi, ça aurait été vrai si, sans qu'il y ait une loi qui nous demande de faire le découpage, nous découpions. Est-ce qu'il y a une loi? Oui. Découpage par défi, ça aurait été, la Constitution ne prévoit pas le découpage, mais nous découpons. Est-ce que la Constitution prévoit 26 provinces? Oui, depuis 2006. Donc, c'est ceux qui ne veulent pas le découpage qui défient la loi. Alors, pourquoi vous dites découpage par défi? Nous exécutons la loi. Comment voulez-vous mettre la loi au même niveau de la volonté des individus? C'est quoi cet état de droit-là? La loi stipule qu'on doit avoir 26 provinces. Un individu se lève et dit « je ne veux pas 26 provinces ». Et vous, vous dites que quand on veut appliquer la loi, on défie qui? C'est lui qui défie la loi. Dites-lui qu'il ne doit pas défier la loi. Nous, nous exécutons la loi. Donc, vous avez pris un peu les choses à l'envers. Appliquer la loi, ce n'est pas défier qui que ce soit. C'est ceux qui s'opposent à l'application de la loi qui défient la loi. Voilà la définition. Jean-Noël Bamweze, SABC Channel Africa et le journal Africa Connection. Excellence, la mission des Nations Unies ici en République démocratique du Congo ne cesse de plaider pour sa participation dans les opérations contre les FDLR. La MONUSCO estime que l'union fait la force et qu'à deux, le chemin est toujours court. Quelle est en fait la position du gouvernement congolais? Notre position n'a pas changé. Tant qu'il y a des attitudes qui ont montré le peu de cas que certaines pratiques, certaines méthodologies de la MONUSCO font de l'honneur et du respect qui est dû à nos jeunes gens. Ce n'est pas par hasard si le président a rappelé le sacrifice de ces jeunes gens. Ils ont des parents comme vous, comme moi. Père, mère, ils ont des femmes, ils ont des enfants, et ils meurent pour le pays. Quand ils vont dans ces opérations, on les tue. Et vous croyez que ces gens n'ont pas de droits? Et on les traite comme moins que rien. Des punitions collectives, pas d'application du principe de la présomption d'innocence dont nous parlons ici. Vous croyez que la présomption d'innocence, c'est seulement pour les 4 gouverneurs et pour les autres, et pas pour les militaires des FARDC? C'est pour tous les Congolais, monsieur. Or, ça ne s'applique pas dans les méthodologies que la MONUSCO applique dans ses relations avec les forces armées. Donc, les causes pour lesquelles le président et le gouvernement ont décidé d'interrompre cette collaboration sont connues. Il appartient à la MONUSCO et au système des Nations Unies de revisiter ces causes. Je pense que
il sera alors temps pour nous de revoir les raisons pour lesquelles nous en sommes venus là et de mettre fin à cette dispute. Tant que cela continue, nous continuerons le désarmement des FDLR seuls. Il ne s'agit pas simplement d'efficacité, il s'agit de respecter aussi le partenaire avec lequel vous travaillez, il sera d'autant plus efficace. Et nous prenons le dernier intervenant, La Prospérité. Eugène Koundé, journal La Prospérité. Monsieur le ministre, je reviens un peu sur la TNT. Bon, avec la mutation de la RDC à la TNT, l'opinion voudrait savoir si la RTNC va réellement se libérer de l'emprise du pouvoir par l'enregistrement de grandes émissions, de débats de fonds réunissant la majorité comme l'opposition radicale pour qu'enfin qu'on puisse avoir un service public audiovisuel qui a les deux sons de cloche. Merci. Je ne vois pas bien le lien entre la TNT et les invités de la RTNC. Encore que votre question pourrait utilement être posée à la RTNC. Moi, j'ai l'habitude de voir des grands opposants ou ceux qui sont considérés tels passer à la RTNC. J'ai aussi l'habitude de recevoir des rapports selon lesquels certains opposants refusent, même lorsqu'ils en sont invités, à venir à la RTNC parce qu'ils considèrent que c'est la chaîne du gouvernement, alors que c'est la chaîne nationale, c'est la chaîne publique, c'est la chaîne du peuple congolais. On ne va pas aller prendre quelqu'un avec un couteau sous la tempe pour qu'il vienne parler à la RTNC, mais je pense que c'est la RTNC qui sait comment elle programme ses émissions et la TNT n'a strictement rien à voir, sauf à améliorer la qualité des images qu'elle va envoyer vers vous, la qualité du son qu'elle va envoyer vers vous, et peut-être avec la réduction du travail, de la partie technique du travail, accorder plus de temps au travail de production, qui est plus d'émissions culturelles, qui est plus d'émissions de formation, d'enseignement, avec l'inauguration même d'une chaîne développement, d'une chaîne institutionnelle. On peut séparer les fonctions maintenant de la RTNC, mais sincèrement, ça c'est un discours d'opposants, simplement. On ne veut pas de nous et ils ne partent pas quand on les invite, mais je ne vois pas très bien. Vous poserez cette question à madame la directrice générale de la RTNC, ça ne me concerne pas, c'est pas moi qui gère la RTNC. Voilà, c'est bon. Ainsi, nous clôturons la rencontre. Nous mettons un terme à la rencontre d'aujourd'hui. Toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa